Au contraire, elle a évolué vers d'autres pathologies, notamment les pathologies infectieuses bactériennes, les pathologies cardio-métaboliques et bien d'autres. Ce qui fait que le laboratoire d'Afra Pharma dispose aujourd'hui d'un portefeuille bien garni de plus de 30 marques sur le marché de médicaments au Sénégal. Attachant un prix au bien-être des patients, à la qualité des médicaments mis à la disposition des populations, le laboratoire a fabriqué tous ces médicaments en Europe et selon les normes de qualité au niveau de la Suisse, d'où la certification GMP, Good Manufacturing Practice, que nous possédons pour tous les produits d'Afra. Le laboratoire d'Afra Pharma œuvre aux côtés des personnels de santé, médecins, assistants, infirmiers, sages-femmes et d'autres, en leur proposant des médicaments de qualité, fiables. Je suis le professeur Massamba Diouf, vice-doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. D'accord, revenez un peu sur l'objet de votre activité. Découle d'un lancement d'activité que le laboratoire d'Afra, un des partenaires de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, avait initié il y a quelques mois. Si vous vous rappelez bien, nous étions dans l'antre de la faculté où il avait été organisé une cérémonie de lancement des différentes activités qui visent à aider nos étudiants à avoir des compétences en art oratoire, mais aussi des compétences en génie médical. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ces activités-là et on va bientôt arriver à la consécration de l'équipe gagnante, les équipes finalistes qui sont arrivées au bout du concours pour être décorées aujourd'hui. Donc c'est une activité que nous avons voulu très sobre depuis le départ, mais aujourd'hui vous voyez que nos étudiants sont là avec les partenaires, les autorités même étatiques, en la présence du représentant de M. le Premier ministre qui vient rehausser par son image cette activité-là pour dire qu'au-delà de la pédagogie aussi, nous avons pensé que c'était aussi une belle opportunité pour faire comprendre aux autorités qu'au niveau de la faculté de médecine aussi, il y a des talents qui peuvent être soutenus, des talents qui peuvent être
accompagner pour devenir de grands messieurs demain. Bon, on ne va pas dire tout de suite que c'est cela qui nous a poussé à avoir ce partenariat avec le laboratoire. Le labo a un programme et est présent dans plusieurs pays. L'année dernière, ou il y a 2 ans, quand le labo était venu à la faculté pour proposer ce projet, nous étions tout de suite d'accord parce que nous savons que ça ne peut qu'être une valeur ajoutée par rapport à ce que nous offrons à nos étudiants en termes de pédagogie, en termes de techniques d'expression orale comme écrite. Et donc, s'il y a un autre partenaire qui vient en appoint pour soutenir cette initiative, on ne peut qu'être preneur et accompagner. C'est pourquoi aujourd'hui, nous savons que nos étudiants ont été bien déguisés et ils sont devenus des compétiteurs, surtout par rapport à cet art oratoire, mais aussi par rapport au génie médical. Donc c'est tout à fait heureux, en tout cas pour nous, d'être là ce soir pour représenter la faculté, représenter M. le doyen qui est absent du territoire et aussi participer un tout petit peu à, disons, à rehausser plus ou moins cette cérémonie par notre présence. C'est le Dr Pathé Diouf, représentant du laboratoire d'Afra Pharma au Sénégal. D'accord, vous êtes les initiateurs de cette activité d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez en revenir? Oui, vous savez, l'excellence d'Afra, c'est une initiative du laboratoire d'Afra Pharma et qui s'inscrit dans sa dynamique d'accompagner le corps médical à travers des formations continues. Sauf que ce projet exceptionnellement cible les étudiants en formation dans les facultés de médecine, mais aussi les écoles de formation des paramédicaux. Donc dans l'unique but de semer la culte de l'excellence au sein de ces étudiants. Par rapport à ce projet d'excellence, parce qu'au début il y a 2 types de concours. Il y a des concours de génie médicaux, mais aussi il y a des concours d'art oratoire à type d'éloquence. Et en ce qui concerne le génie médical, au début il y avait 40 étudiants qui s'étaient répartis dans 8 équipes de 5. Voilà, et qui se sont confrontés 2 à 2, donc avec des phases éliminatoires, donc jusqu'à la phase finale, donc où quand même les 2 équipes en tout cas qui étaient en compétition sont invitées et aussi doivent être primées à l'occasion de cette soirée. Et en ce qui concerne la phase, le concours d'art oratoire, donc il y avait un thème qu'on avait donné le début, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, donc où il y avait 15 candidats qui se confrontaient et à la suite on a retenu les 3 meilleurs et qui vont se confronter ce soir et sur un autre thème, à savoir le plaidoyer pour un accès équitable aux soins de santé. Voilà, maintenant les 3 candidats au concours d'art oratoire seront primés donc par ordre d'importance. Oui, tout à fait. Le concours a été trop sélectif parce que, comme on le dit, tout le monde a été bien. Mais ce qui est recherché ici, ce sont les gens qui sont excellents. Voilà, pratiquement tous nos candidats ont été vraiment bien, mais les meilleurs qui ont été excellents. En tout cas, c'est ces gens qu'on a retenus parce que quand on parle du concours d'éloquence, sur 15 candidats, on a retenu les 3 meilleurs. Et pour le concours génie médical, donc sur 8 équipes, on a retenu aussi les 2 équipes. Absolument, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, donc c'est ça fait partie des activités en tout cas que DAFRA essaie d'innover pour apporter son coup de pouce sur la formation du corps médical dans le cadre du Sénégal. Parce que quand on dit que ces étudiants, c'est en quelque sorte l'avenir, je peux dire, du corps médical, c'est la pépinière. Voilà, là on est en train de semer quelque chose en eux qui d'ici quelques années, donc ils seront les professeurs de l'université, ils seront le corps médical qui se chargera en tout cas d'exercer dans les différents hôpitaux. Donc c'est vrai que l'aspect technique est important, de pouvoir poser des diagnostics, mais aussi l'art oratoire, de pouvoir communiquer avec les patients, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est pourquoi en dehors des études techniques, que quand même la faculté se charge très bien de le faire. Nous, on essaie d'apporter notre coup de pouce sur le volet communicationnel pour quand même pousser les étudiants à aller de l'avant. Vous allez promouvoir l'activité dans les autres universités? Oui, tout à fait. Ça, c'est la première édition parce que c'est un projet quand même qui ne se limite pas uniquement au niveau de la faculté de médecine de Dakar. Déjà, on est en train de mûrir l'idée avec le jury, à savoir les professeurs qui sont là, le professeur Massamba, le professeur Diédiou, voilà, de faire ça en tout cas pour que ça soit quelque chose d'ampleur nationale, d'y impliquer les autres universités au niveau national pour que quand même la compétition soit interuniversitaire. Voilà, pour la 2e édition, je pense que l'ampleur sera beaucoup plus importante. Et pour toucher les âmes,
Il est totalement inacceptable que la moitié de la population mondiale n'ait toujours pas accès aux services de santé les plus essentiels. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux du Dr Tedros, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Peur, dévastation, injustice, impuissance, tragédie. Ces mots, ces réalités résonnent encore profondément dans l'esprit des survivants de l'épidémie d'Ebola qui a ravagé l'Afrique. C'est une histoire de douleur et de perte, mais surtout une histoire d'inégalité qui aurait pu être évitée. Parmi ces récits déchirants, celui de Mariama, une mère, une guerrière dont la vie a été bouleversée par cette tragédie, reste à jamais gravée dans les mémoires. Mariama vivait dans un petit village en Guinée. Un village isolé, à des kilomètres du centre de santé le plus proche. Lorsque l'épidémie d'Ebola a éclaté, la peur s'est rapidement répandue, mais les soins restaient inaccessibles. Son fils Alpha, un enfant de 7 ans, montrait déjà les premiers symptômes. Fièvre, faiblesse et ce lueur de panique dans les yeux d'un enfant qui sent que quelque chose ne va pas. Mariama, avec toute l'énergie d'une mère désespérée, parcourut des kilomètres à pied à la recherche de son fils. Mais chaque porte était fermée. Les hôpitaux étaient débordés, les médicaments introuvables. Et Mariama a dû faire face à l'impensable. Perdre son enfant, son unique enfant de 7 ans, non pas parce qu'il n'y avait aucun espoir, mais parce qu'il n'y avait aucun accès aux soins. L'histoire de Mariama est celle de milliers de familles à travers l'Afrique laissées à elles-mêmes, confrontées à la cruauté d'un système défaillant. Cette tragédie n'aurait dû jamais arriver. Le monde entier a été témoin d'un système qui n'a pas réussi à protéger les plus vulnérables. Si nous voulons que les mots du Dr Tedros, la santé pour tous, deviennent une réalité, nous devons renforcer nos priorités. Nous devons renforcer les systèmes de santé dans les régions les plus reculées, les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous devons exiger de nos dirigeants des investissements massifs dans les infrastructures de santé, la formation du personnel médical et l'approvisionnement en médicaments. Il n'y a pas de paix sans justice, pas de justice sans équité, disait Desmond. Mais où est l'équité pour Alpha? Elle est où pour les autres? Alors que nous débattons ici, combien d'autres Mariama attendent en silence, craignant pour l'avenir de leurs enfants? L'indifférence est le pire des maux, disait Georges Bernard Shaw. Alors, mesdames et messieurs, allons-nous rester indifférents face à cette injustice criante? Et M. Zière nous avertissait déjà d'entrer d'un retour au pays natal. Je cite, « Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Car une mère de douleur n'est pas un procédure. Car un homme qui crie n'est pas un os qui danse. » Il est trop tard pour Alpha, pour Mariama et pour tant d'autres qui ont perdu la vie ou leurs proches dans ces situations désastreuses. Mais il n'est pas trop tard pour agir, pour apprendre des erreurs du passé et pour transformer radicalement notre système de santé. Pour Alpha, pour Mariama et pour chaque vie qui dépend de notre action collective, nous devons faire de la santé pour tous une réalité, ici et maintenant. Alors, certains diront que je suis une rêveuse, d'autres une combattante. Mais en fait, je suis une voix. De la jeunesse. Cet homme que j'aimais tant et que j'admirais, qui illuminait chaque jour de son amour et de sa connaissance, est brusquement tombé malade. Une maladie qui, dans notre coin reculé du bloc, était une sentence de mort déguisée. Il s'est battu, courageux et résigné, mais les ombres ont fini par l'emporter, emportant avec lui mon avenir, emportant avec lui ma vision. Cette stabilité que je croyais éternelle est partie avec mon papa. Depuis ce jour,
le monde a changé. Mon monde a changé. Mon esprit, mes relations, ma psychologie, tout a basculé. Tout a vacillé dans un tourbillon d'incertitude et de chagrin. La lumière qui éclairait mon chemin s'était brusquement éteinte. Je suis Amadou. C'est mon histoire, mais ce n'est pas seulement la mienne. Cher public, bonsoir. Cette histoire est celle de milliers d'enfants et celle de tant de familles qui souffrent chaque jour sous le poids d'un accès inéquitable aux soins de santé. Derrière chaque vie qui se perd, existe une famille, une communauté entière qui s'effondre. Et cette injustice frappe le cœur même de notre humanité. Selon la NCBI, National Biology for Information, entre 48 et 52% de ces enfants ont ce qu'on appelle un stress psychologique. C'est-à-dire qu'ils ont des symptômes qui montrent que toute leur vie sera bouleversée parce qu'ils ont eu ce traumatisme à très bas âge. Cette inéquité et cette infraction de millions de vies, déjà brisées par la pauvreté et l'absence de soins. Nous vivons dans un monde aux ressources infinies, mais leur répartition déséquilibrée plonge l'humanité dans une interminable nuit. Tandis que certains accèdent à des soins sophistiqués, d'autres voient leur avenir, par l'indigence, sacrifié. Comment tolérer une telle disparité? Mesdames et messieurs, l'équité, ce n'est pas juste installer un scanner dans un trou perdu. C'est rendre cette technologie accessible, indépendamment, faute de moyens. Ces scènes déchirent l'âme. Elles sont le moteur de notre action, notre raison. C'est pour ça que des associations comme Santé de Cœur, le Corpus Médical, l'AMS œuvrent chaque jour dans ces trous oubliés. Ils apportent l'espoir et les soins à ceux qui n'ont que la prière. Les données que nous recueillons ne sont pas que des chiffres. Ce sont des vies, des espoirs, des récits de souffrance. Et c'est là que les États, les entreprises doivent intervenir, prendre leurs responsabilités pour que chaque vie soit honorée. L'accès aux soins ne doit pas être un privilège pour quelques-uns, mais un droit fondamental pour tous. Cela exige une redistribution équitable. Ceux qui peuvent se permettre des soins de haute facture doivent contribuer pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de recevoir ces soins également. C'est une question de justice sociale, de dignité. Chaque Amadou, chaque enfant mérite cette humanité. La santé est la base de notre existence, le socle et l'essence même de nos sociétés. Un enfant en bonne santé est un futur leader. Il est un innovateur. Il est le pilier de la communauté. Mais un enfant privé de soins, c'est un avenir brisé. C'est un potentiel perdu. Cher public, regardez bien, au fond de cette salle, un Amadou, assis dans l'ombre. Lui aussi avait une lumière, un père, un guide. Mais cette lumière s'est éteinte, le laissant seul dans le vide. C'est maintenant qu'il faut agir. Préserver ces autres flammes. Chaque geste, chaque action peut et doit sauver une âme. Merci beaucoup. La révérence que votre présence mérite. Puissent mes mots se frayer un chemin jusqu'à vos cœurs, enflammer vos esprits de passion et d'inspiration, et nous unir dans la quête commune de la vérité et de la sagesse. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Amina, une jeune femme dont l'âme a rayonné de générosité au Burkina Faso. Enceinte de son premier enfant, Amina nourrissait la douce ambition de devenir mère. Une nuit, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel, Amina a ressenti les premières vagues de douleur annonçant la venue de son enfant. Arrivée à l'hôpital, l'espoir se mue en désespoir. L'unique médecin du dispensaire avait dû partir pour une autre urgence. Les heures passèrent, une rupture est terrible. Et Amina commença à perdre beaucoup de sang. Sa famille, désemparée, assista impuissante à l'extinction progressive de sa lumière.
à l'agonie de leur être très cher. Malgré les efforts de l'infirmière pour stopper l'hémorragie, Amina succomba. Emportant avec elle les rêves d'une vie pleine de promesses. Elle ne put jamais connaître la douceur de tenir son enfant contre elle. L'histoire tragique de Amina nous rappelle la poignante urgence de lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Selon l'OMS, une femme meurt toutes les 2 minutes de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Mesdames et messieurs, écoutez. Écoutez ce silence. Ce n'est pas le silence paisible de la nuit, ni le silence apaisant d'un matin tranquille. C'est un silence lourd, un silence de détresse, le silence des oubliés. Ceux dont les voix se sont éteintes, faute d'avoir été entendus. Ceux dont les vies se sont anéanties, faute de soins, faute d'aide, faute d'attention. Ces âmes oubliées sont nos frères, nos sœurs, nos enfants. Elles sont le reflet de notre humanité, ou plutôt de notre manque d'humanité. Ces frères oubliés, elles n'ont aucun repère. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'un être humain est privé de soins, c'est une trahison de notre humanité. Chaque fois qu'un enfant meurt faute de médicaments, c'est une condamnation de notre société. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais qu'en est-il des yeux qui pleurent en silence? Des yeux qui se ferment à jamais faute de soins. Ce sont des larmes invisibles, des larmes que le monde refuse de voir. Ces larmes invisibles, ce sont des larmes d'enfants, de parents, de vieillards, qui n'ont qu'un seul tort, celui de ne pas être nés au bon endroit, au bon moment. Ces larmes invisibles, elles coulent dans les couloirs sombres de nos hôpitaux sous-financés. Elles inondent nos villages oubliés. Elles inondent nos bidonvilles surpeuplés, nos déserts médicaux. Ce sont des larmes de parents, d'enfants. Ce sont des larmes d'une injustice que nous avons créée, que nous entretenons et que nous laissons prospérer. Que vaut notre civilisation si elle ne sait soigner ses malades? Que vaut notre progrès si des enfants meurent encore de maladies que nous savons guérir? Quelle justice y a-t-il dans un monde où ceux qui ont le moins souffrent le plus? Aujourd'hui, dans cette arène, je plaide pour un monde où chaque vie est précieuse, où chaque enfant a une chance égale. Qu'il soit né à Khartoum au Soudan ou dans le New Jersey aux États-Unis. Et mon inspiration ne vient ni du capitalisme ni du socialisme, encore moins de Karl Marx. Mon inspiration, c'est le cœur humain. Car c'est cela la véritable humanité. Faisons en sorte que notre justice ne soit pas seulement légale, mais aussi morale, que notre humanité, que notre compassion ne soit pas seulement théorique, mais active. Que notre amour pour l'humanité ne soit pas seulement... Ils étaient 14 au départ. Et ces 3 individus qui viennent de nous offrir avec autant de générosité ces 3 belles prestations ont fourni une prestation exceptionnelle. Donc, avant de proclamer les résultats, j'aimerais avec vous qu'on puisse les applaudir très chaleureusement. Aujourd'hui, par la force des mots, par la puissance même de la conviction qu'ils dégageaient, ils ont pu nous transmettre cette émotion quant à ce plaidoyer pour l'accès équitable à des soins de santé. Ce qui est important à l'heure où nous en sommes, que ce soit en Afrique et particulièrement dans notre Sénégal. Donc merci chers candidats d'avoir attiré pour certains et appelé l'attention pour d'autres quant à certains mots que vous avez pu décrire et aux histoires que vous avez utilisées pour matérialiser les faits que vous nous avez contés ce soir. Merci pour cela. Merci par la 3e place. Et il faut reconnaître que cette 3e place, c'est sur 14 candidats
mais de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie. C'est-à-dire des gens des séries S2 et S1 qui se sont illustrés avec une grande moyenne pour rentrer dans cette faculté. Donc, troisième, c'est un excellent score. Et cette troisième place est décernée à... Cette troisième place. De l'eau, s'il vous plaît. Merci. Cette troisième place est décernée à Marème Sorasek. Maintenant, je vais pas proclamer la deuxième place parce que tout simplement, il n'y aurait plus de suspense. On va passer directement à la première place. Le champion ou la championne. La championne ou le champion. Je sais que le stress est à son paroxysme, mais nous allons chaleureusement féliciter la première place qu'a obtenue le candidat Al-Housseinou. Merci, Auguste Assemblée. Ce fut réellement un plaisir de pouvoir les aider à Merci, madame et messieurs les jurés. Merci beaucoup. Nous avons appelé madame Ami Ndiaye, vice-présidente de individuelle de la Jeune Chambre internationale, Dakar numéro 1, pour remettre à madame Marème Sorasek son prix pour la troisième place. Merci d'applaudir madame Ami Ndiaye, s'il vous plaît. En face.